Et on va tout de suite écouter le président russe Vladimir Poutine sur l'antenne de France 24. Les participants et les invités du Forum économique international de Saint-Pétersbourg. C'est le 25e forum. C'est un moment difficile pour notre communauté internationale quand les systèmes économiques et leurs principes se trouvent sous menace. Plusieurs connexions commerciales, logistiques et autres qui ont été menacées déjà par la pandémie de Covid sont menacées de nouveau. Aujourd'hui, la réputation commerciale, le manque de confiance vis-à-vis des partenaires sont devenus réalité. Et nos partenaires, nos anciens partenaires l'ont fait au nom d'ambition et au nom d'illusions politiques. Aujourd'hui, je vous présenterai la vision de la Russie et de nos dirigeants sur la situation actuelle économique et sur les perspectives. Et je vous dirai également comment la Russie prévoit d'agir dans des conditions économiques qui changent rapidement. Il y a 2 ans, quand je parlais au forum de Davos, je disais que l'époque de monde monopolaire est terminée. Cela est terminé malgré toutes les tentatives de la préserver et de la conserver même par tous les moyens possibles. C'est un mouvement historique naturel, car il est très difficile de combiner la variété culturelle économique avec le seul standard. Les standards qu'on essaie d'imposer à partir d'un seul centre. Et le défaut est contenu dans l'idée que si c'est seulement les États forts qui prennent toutes les décisions, cela ne peut pas fonctionner. Et quand toutes les décisions travaillent seulement dans un côté, seulement quand on joue seulement dans un sens. Les États-Unis, ayant prononcé leur victoire dans la guerre froide, se sont vus en tant que missionnaires de Dieu sur la terre, qui ont les intérêts qui sont considérés comme sacrés. Ils n'ont pas remarqué que pendant les 10 dernières années, dans le monde entier, de nouveaux centres puissants se sont développés. Et ces centres développent leur propre modèle d'institution et de croissance économique. Ils ont droit de défendre leur souveraineté nationale. Il s'agit de processus naturels. Il s'agit également de changements tectoniques dans l'économie mondiale, dans tout le système de relations internationales où le rôle des États dynamiques ayant des perspectives est croissant. Les États qu'on ne peut plus ignorer. Je répéterai, ces changements ont un caractère fondamental et indéniable. Je dirais qu'il est impossible de rester assis et attendre que tout redevienne comme avant. Non, cela ne va pas se produire ainsi. Mais il semblerait que certains leaders d'États occidentaux restent centrés sur leurs illusions et s'accrochent aux idées du passé, car ils pensent que la domination par l'Occident du système économique mondial est éternel. Non. Ils nient simplement la réalité. Ils essayent de contredire le courant de l'histoire en restant dans leurs propres illusions, en restant dans l'illusion d'État de ce qu'on appelle le milliard d'or.
et regardent le reste du monde comme leur colonie. Et les habitants de ces pays sont considérés par eux comme des hommes, disons, de deuxième catégorie. D'où provient leur désir de punir ceux qui ne rentrent pas dans les rangs, qui ne veulent pas se soumettre. Et en même temps aussi, ils violent leurs propres principes éthiques et mettent en doute la souveraineté de certains États. Par exemple, la Yougoslavie, la Syrie, la Libye, l'Irak, pour n'en nommer que quelques-uns. On essaye d'isoler les États qui vont à l'encontre de leur opinion. Même le sport, même les Jeux olympiques, même la culture sont interdits sous le motif de leur provenance. Et cela va aussi pour les sanctions à l'égard de la Russie qui sont infondées et qui sont pas raisonnables. Leur rapidité est incroyable. Ces sanctions sont sans précédent. Ils veulent tout simplement faire s'écrouler l'économie russe. Ils essayent de frapper les finances, l'industrie et le niveau de vie des Russes. Mais ils n'y arrivent pas, c'est évident, ils n'y arrivent pas. Les entrepreneurs russes, les organes de pouvoir ont travaillé de façon unie. Les citoyens ont montré leur unité également. Nous avons réussi à stabiliser les marchés financiers, les marchés bancaires. Nous avons réinjecté des liquidités sur le marché. Nous avons assuré la stabilité des industries. Nous avons assuré les lieux de travail pour nos travailleurs. Et donc, les pronostics catastrophiques de ce printemps n'ont pas eu lieu. Mais nous comprenons d'où venaient ces prédictions concernant les cours de dollar qui allaient augmenter, les prédictions concernant l'écroulement de notre économie. C'était une tentative de faire pression psychologique sur notre milieu de business. Par ailleurs, certains de nos business et leurs dirigeants ont succombé à ce type de prédictions catastrophistes. Cependant, je voudrais souligner encore une fois que nous devons être honnêtes et extrêmement réalistes dans nos conclusions et nous devons croire en nos forces. C'est très important. Nous sommes des personnes fortes et nous pouvons faire face à n'importe quel défi. Nous pouvons résoudre n'importe quelle tâche. L'histoire de plusieurs millénaires de notre pays le dit. 3 mois après les sanctions sans précédent, nous avons réussi à mitiger l'inflation. Aujourd'hui, elle ne fait que 16,7%. Et comme vous savez, notre situation économique se stabilise, nos finances sont stables. Je ferai quelques comparaisons avec d'autres régions. Oui, bien sûr, on pourrait dire que 16,7, c'est énorme du point de vue global. Mais dans cette situation-là, c'est peut-être pas si négatif que cela. Nous avons eu un profit de 3 milliards de roubles. Et donc, cette situation positive avec notre budget national a plus que quadruplé les prévisions que nous avons eues. Donc nous avons eu la possibilité de reconstituer et refonder nos marchés internes. Je vous ai déjà dit, nous avons pris des mesures spécifiques et très ciblées pour réinjecter des liquidités dans
l'activité de nos compagnies. Et tout ceci dans le deuxième trimestre de cette année. Et aujourd'hui, les entreprises nationales ont beaucoup plus de souplesse pour leur fonctionnement pendant le troisième trimestre. En ce qui concerne les paiements d'assurance, ils pourront être retardés également et on pourra le faire pendant 12 mois à partir du mois de juin de l'année prochaine. Nous avons également baissé les taux d'hypothèque au mois de mai qui représente 9%. Nous avons prolongé le programme de soutien de ce taux bas pour permettre aux Russes de continuer à investir dans l'immobilier. Et ensuite, également, les taux d'intérêt des banques russes continuent à descendre. Notre banque centrale continue à descendre son taux d'intérêt et je propose de descendre encore une fois le taux d'intérêt concernant les hypothèques jusqu'à 7%. Mais ce à quoi je voulais attirer votre attention, c'est que l'action des programmes initiés durera le même temps et se terminera à la fin de cette année. Donc, les sommes de crédit maximum restent 12 millions de roubles pour Moscou et Saint-Pétersbourg et 10 millions de roubles pour le reste de notre pays. Nous avons bien évidemment attiré plus de crédits pour les investissements à long terme. Et notamment, nous devons soutenir les structures économiques et nous devons le sortir du domaine de soutien étatique vers les structures financières. Et nous allons allouer 120 milliards de roubles pour le soutien de ces programmes, ce qui permettrait de nouvelles lignes de crédit pour de nouveaux projet pour un demi-trillion de roubles. Je vous disais que le blitzkrieg économique contre la Russie n'a pas eu de succès. Et comme vous savez, l'arme de sanctions, en fait, elle va dans les deux sens. Et cela est démontré par les quelques années dernières. Et cette arme, elle menace également ceux qui l'inventent et ceux qui l'utilisent. Nous savons que parmi les leaders des États européens, au niveau informel, des perspectives assez inquiétantes sont discutées. Ils disent que non seulement contre la Russie qu'ils vont établir ce type de sanctions, mais contre tous ceux qui sont contre leur politique, y compris les membres de l'Union européenne. Mais ils ont déjà menacé leur propre économie en introduisant ces sanctions. Nous avons déjà vu comment les problèmes économiques et sociaux se sont renforcés et accentués en Union européenne et aux États-Unis. Nous voyons à quel point le niveau de vie des Européens diminue. Nous avons fait quelques calculs et depuis le début des sanctions, les pertes de l'Union européenne pourraient constituer 400 millions de dollars vers l'année prochaine. Ce sont les conséquences directes des sanctions et ce sont les Européens qui vont payer ce prix-là. Maintenant, l'inflation dans les États membres de l'Union européenne a dépassé 20%. Je vous ai donné les chiffres concernant notre inflation et le niveau d'inflation de l'Union européenne. Mais eux, ils ne mènent pas d'opérations militaires. Et vous voyez, chez eux aussi, le niveau d'inflation est le plus haut depuis les 40 dernières années.
Mais nous avons déjà réussi à procéder à l'indexation de nos salaires ainsi que de nos retraites pour assurer le niveau de vie minimal des couches les plus défavorisées de la population. Et nous avons réussi également à soutenir notre système bancaire. Bien évidemment, nous comprenons que la situation actuelle est toujours difficile pour nos citoyens et je remercie que nos citoyens ont fait retourner beaucoup d'argent dans les banques vu ce taux d'intérêt assez élevé. Nous savons que l'inflation actuelle mange une grande partie d'économie de nos citoyens. Nous savons aussi que les pertes pour les compagnies européennes sont énormes. Nous savons que l'économie européenne perd de la rapidité de sa croissance de façon systémique pour plusieurs années. Ils ont des problèmes systémiques profonds qui sont là et qui vont croître. J'en ai également parlé à Davos. Les conséquences directes des politiques européennes actuelles seront l'exacerbation de cassures, de fractures qui existent dans leur société et entre les différentes couches de leur société. Aujourd'hui, ces contradictions sont étouffées, mises sous le tapis. Mais quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui en Europe, quelles sont les forces qui arrivent au pouvoir, c'est juste incroyable parce que en fait, ce sont comme des partis frères parce que on ne change que les participants, mais le sens des politiques ne change pas. On voit l'augmentation de courants populistes. On remarque la dégradation des élites qui pourrait entraîner leur changement. Aujourd'hui, nous voyons que les nouvelles formations rassemblent beaucoup aux anciennes. Donc, on peut faire semblant que tout se passe bien et que ce ne sont que le prix à payer pour l'unité ne servirait à rien. Aujourd'hui, l'Union européenne a perdu sa souveraineté économique et politique, d'autant plus qu'ils répondent aux demandes extérieures en menaçant leur propre business et leur propre économie. La situation actuelle et la situation économique actuelle difficile n'est pas le résultat de ces quelques derniers mois. Bien sûr que non. Ce n'est pas le résultat de l'opération militaire spéciale que la Russie mène dans le Donbass. Le dire, c'est vraiment déplacer la responsabilité ailleurs. En fait, la situation actuelle a été créée il y a bien longtemps. Le monde se trouve dans cette situation à cause de la politique du soi-disant G7 qui ont fait la politique d'accumulation de dettes pendant de nombreuses années, ce qui s'est encore aggravé pendant l'épidémie de coronavirus, encore en 2020, quand la demande et l'offre pour les services avaient diminué. Et on peut se demander quel est le rôle de l'opération spéciale au Donbass dans tout cela. Aucun, parce que tout simplement,
les dirigeants des pays occidentaux ont commencé à imprimer de l'argent pour essayer de couvrir les déficits absolument incomparables. Pendant ces 2 dernières années, la masse d'argent aux États-Unis a augmenté de 38%. Cela fait 5,9 trillions de dollars. Et il y a que quelques pays dans le monde qui ont le PIB qui dépasse ce nombre. Et la masse d'argent en Union européenne a également augmenté, énormément augmenté, de 20% à peu près. Et j'entends de plus en plus dernièrement, et vous me pardonnerez parce que je n'aime pas faire beaucoup d'éloges à nous-mêmes. Mais en fait, les Occidentaux, ils disent, ils parlent de l'inflation de Poutine. Mais je pense que toutes les personnes qui savent réfléchir comprennent ce qui se passe réellement, car l'opération militaire spéciale au Donbass n'a rien à voir avec l'augmentation des prix sur les denrées alimentaires et énergétiques et ainsi de suite. Cette situation est seulement la conséquence de graves erreurs dans la gestion des dirigeants des États-Unis et de l'Union européenne. Bien évidemment, notre opération militaire spéciale a joué un certain rôle dans ces processus, mais ces processus avaient déjà lieu et ce qui se passe aujourd'hui pour eux est une espèce de charge pour dire qu'en fait ce ne sont pas eux qui sont responsables de l'utilisation de moyens financiers qui n'étaient pas gérés convenablement. Où sont allées ces centaines de milliers de notes de banque qui ont été imprimées? Personne ne voulait réfléchir quand ils l'ont fait. Aujourd'hui, ils voient qu'il ne leur reste que très peu. Si en 2019, l'importation aux États-Unis faisait 250 milliards de dollars par mois, aujourd'hui, cela fait 350 milliards de dollars. Il est très intéressant que l'augmentation a représenté 40%. Proportionnellement, cela correspond à l'augmentation de la masse d'argent imprimée qui a été observée pendant ces 2 dernières années, en fait, qui sont allées sur les marchés des pays tiers. Je voudrais aussi ajouter que les États-Unis étaient des fournisseurs importants de produits alimentaires sur les produits mondiaux. Ils étaient fiers de leur tradition d'agriculture, de fermiers, qui étaient par ailleurs exemplaires, même pour nous. Mais aujourd'hui, le rôle des États-Unis d'Amérique a changé de façon fondamentale parce qu'aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique se sont transformés en importateurs purs et durs car ils achètent les denrées alimentaires dans le monde entier. Et ils continuent à augmenter leur importation. Mais la situation est encore plus flagrante dans les pays de l'Union européenne. Et ils ont créé actuellement une vague de pénurie et d'inflation pendant les 2 dernières années. Quasiment toutes les denrées ont augmenté dans le monde entier, les matières premières, mais surtout les produits alimentaires. Bien évidemment, les États-Unis et les pays de l'Europe occidentale continuent à importer, mais le saldo entre les importations et les exportations a changé car l'importation représente 13 milliards de plus que les exportations. Encore au mois de février de cette année, les index d'importation de produits alimentaires faisait 50%, tandis que l'indexation d'importation de tous les produits a plus que doublé. Pourquoi échanger les marchandises contre les dollars et les euros qui perdent de la valeur? Qu'est-ce qu'on peut faire?
Et donc, l'économie qui n'est pas réelle, en fait, va être changée par une économie qui est basée sur les réalités. L'argent qui circule aujourd'hui perd de sa valeur de 8% par an, à peu près. D'autant plus, cet argent peut être confisqué ou volé. Si, par exemple, les États-Unis n'aiment pas quelque chose dans la politique d'un État ou d'un autre, il peut tout simplement le priver de cet argent. Car vous savez que plusieurs États gardent leur stock financier en dollars. Ce n'est qu'une analyse objective. Vous savez que dans les années qui viennent, nous allons commencer un mécanisme de conversion des monnaies existantes. Et les autres pays vont le faire. Cela va concerner les produits alimentaires, les matières premières et ainsi de suite. Cela va augmenter encore plus l'inflation du dollar. Concernant l'Europe, bien évidemment, l'augmentation de prix actuelle et la politique actuelle qui n'est pas très visionnaire vont continuer à augmenter les prix sur les sources d'énergie. Et cela va continuer. Je vais me répéter. Il y a longtemps, bien avant le début de notre opération militaire spéciale, ces prix ont augmenté. Donc il ne faut pas nous accuser de cela. Leur politique a également entraîné la diminution de production d'engrais, notamment d'engrais azotés. Les prix globaux sur les engrais azotés ont augmenté de 70% pendant la dernière année. Aujourd'hui, on continue à bloquer la logistique des livraisons d'engrais depuis la Russie et la Biélorussie. La situation devient de plus en plus difficile. Et il est très facile de prévoir ce que ça va entraîner. Cela va entraîner la diminution de production de produits alimentaires, ce qui veut dire que cela va créer des pénuries, c'est que les prix vont augmenter encore et encore, et que ce sont les pays les plus pauvres qui vont souffrir. Et tout cela a été créé par les États-Unis et les bureaucrates européens. Je me répète encore une fois, cela n'a pas été créé il y a quelques mois et à cause de la Russie, comme certains démagogues l'affirment. Non. Évidemment, ce serait peut-être même agréable pour nous de savoir que nous sommes aussi puissants, que nous sommes capables de changer la situation dans le monde à un tel point. Ce serait peut-être flatteur. Mais cela ne correspond pas à la réalité. Cette situation, elle mûrissait pendant des années. Elle était créée par le manque de vision de ceux qui prenaient des décisions concernant les émissions financières pour changer les flux financiers, pour créer encore plus de déficits et pour provoquer des catastrophes humanitaires dans certaines régions. C'est encore une fois cette politique coloniale qui est devenue beaucoup plus fine, car elle est très difficile de comprendre du premier regard ce qui se passe réellement. Aujourd'hui, il est très important d'assurer la survie des États qui sont dépendants de la production des autres pour leur propre survie. La Russie est capable d'assurer le nombre suffisant de denrées alimentaires et la quantité suffisante de denrées alimentaires pour notre marché intérieur, mais nous pouvons également augmenter les exportations. Nous allons exporter dans les pays qui ont le plus besoin de nourriture, là où il y a le risque de famine. Il s'agit des États africains
et du Moyen-Orient. Mais bien évidemment, il y a des difficultés qui apparaissent et qui ne sont pas liées avec nos positions. Vous savez, les Américains ont introduit les sanctions, puis les Européens les ont commencées, et puis les Américains, en fait, ont changé d'avis parce qu'ils ont compris où cela allait mener, mais les Européens n'ont pas compris ce qui allait se passer. Mais nous comprenons que c'était pas intelligent, mais c'est très difficile maintenant pour eux de faire marche arrière. Reprenons. La Russie est prête à contribuer à la gestion et à l'équilibrage des marchés mondiaux et nous saluons bien évidemment l'ouverture au dialogue de nos collègues de l'ONU et à l'issue de ces pourparlers, nous allons peut-être pouvoir créer des conditions favorables pour l'équilibrage de la situation économique mondiale actuelle. Je ne peux pas ne pas toucher la question d'exportation ukrainienne des produits alimentaires ukrainiens sur les marchés mondiaux. Mais ce n'est pas nous qui avons miné les ports. Nous n'empêchons pas cette exportation-là. D'après les calculs américains, il s'agit de 6 millions de tonnes de blé, 5 millions de tonnes de maïs qui sont empêchés d'être exportés. Au niveau du marché mondial, ce n'est pas un nombre énorme. Et par ailleurs, vous pouvez le faire via la Biélorussie, via la Pologne, via la Roumanie. Il y a plusieurs façons d'exporter ces denrées. Donc, encore une fois, ce n'est pas de notre responsabilité, c'est de la responsabilité des pouvoirs qui sont en place à Kiev et ils doivent prendre ces décisions de façon indépendante. Bon, il y a une autre possibilité, c'est que ces blés servent de paiement pour la livraison des armes, ce qui serait très triste. Maintenant, les institutions internationales ne fonctionne pas correctement. C'était très difficile de conclure quelques accords que ce soit. Aujourd'hui, la décision de la Russie de mener cette opération militaire spéciale a été difficile, mais elle était indispensable. C'était la décision d'un pays souverain, et ce qui est d'ailleurs inscrit dans les statuts de l'ONU. Donc, la Russie voulait tout simplement défendre sa souveraineté. Vous savez que les Russes étaient objet de génocide pendant plusieurs années. Vous savez que l'Occident ne faisait que augmenter la présence militaire sur le territoire ukrainien. Concernant la situation économique des habitants de l'Est de l'Ukraine, ça n'intéressait personne. Mais des sommes énormes d'argent ont été allouées pour la russophobie et pour la livraison des armes. Aujourd'hui, les défenseurs des territoires de l'Est de l'Ukraine luttent pour leur droit de définir où appartiendra leur avenir. Ils luttent contre les pseudo-valeurs qu'on essaie de leur imposer. Bien évidemment, tous les objectifs de notre opération militaire seront atteints.
Et le gage pour cela est le courage et l'héroïsme de nos hommes, ainsi que le soutien de notre société qui donne le soutien à notre armée, la compréhension de la vérité historique que nous défendons, ce qui est de soutenir et de protéger la souveraineté de notre État. Aujourd'hui, au XXIe siècle, la souveraineté ne peut être partielle. Elle ne peut qu'être complète avec toutes les composantes qui s'ajoutent les unes aux autres. Donc nous ne devons pas que défendre notre identité nationale, mais aussi nous devons promouvoir notre indépendance économique. La construction des sanctions économiques occidentales a été construite sur une thèse fausse, que l'économie russe n'est pas souveraine, qu'elle est vulnérable. Et ils se sont tellement épris de leur propre idée du côté retardé de l'économie russe qu'ils n'ont pas compris à quel point notre pays a changé pendant ces quelques dernières années. Et comment nous avons changé, comment nous avons travaillé sur notre sécurité macroéconomique, sur notre sécurité alimentaire, comment nous avons avancé dans le domaine de notre indépendance financière. Bien évidemment, la situation actuelle pose devant nous quelques défis, par exemple la livraison de pièces détachées. Les chaînes logistiques sont brisées, mais en même temps, ces défis nous donnent de nouvelles possibilités. Nous en parlons souvent, mais c'est la réalité. C'est une stimulation assez importante pour développer notre potentiel économique, scientifique, intellectuel. Bien évidemment, il est impossible de résoudre une tâche d'une telle complexité rapidement. Nous devons travailler dans une perspective à long terme. Et en réalisant les plans de développement de l'économie de notre pays ne sont pas changés. Il n'y a que les façons de les atteindre qui changent. Et je voudrais toucher quelques points importants pour le développement de notre pays. Premier point, c'est l'ouverture. Nous avons toujours visé le partenariat d'égal à égal. Et vous savez, ceux qui sont dépendants cherchent toujours les responsables pour leurs propres problèmes et dépendent de leurs suzerains. Et vous savez que la Russie ne va pas aller vers l'auto-isolement. Nous allons continuer à chercher des partenariats avec tous ceux qui veulent continuer à collaborer avec nous. C'est une majorité d'États du monde. Tout le monde le sait. Je ne dirai rien de nouveau si je rappelle que tous ceux qui veulent travailler avec la Russie subissent des sanctions ouvertes, parfois même les menaces ouvertes de la part des États-Unis. Parfois, un tel chantage ne vaut pas grand-chose quand de vrais leaders dirigent tel ou tel pays et que ces leaders comprennent où sont leurs véritables intérêts. Et la Russie va continuer à augmenter la coopération avec ces États. Bien évidemment, nous allons continuer à coopérer avec les entreprises occidentales qui, malgré tous les bâtons qu'on leur met dans les roues, continuent à collaborer avec nous.
nous allons créer une nouvelle plateforme de paiement indépendante pour augmenter et faciliter les structures logistiques. Nous développons les nouveaux couloirs logistiques. Nous construisons les nouveaux ports de cargaison, notamment dans les mers nordiques ainsi que dans le bassin de la mer Caspienne et de la mer Noire, ce qui permettrait des canaux de communication avec les pays de l'Asie centrale et de Proche-Orient. Ce n'est pas que le commerce international qui est important, mais c'est aussi la coopération humanitaire, sportive et culturelle qui importe dans l'établissement et le renforcement de ces contacts. Le deuxième principe de notre développement durable, ce sont les libertés économiques. Chaque initiative privée qui va viser le bien-être de la Russie doit être soutenue. La pandémie nous a montré à quel point la flexibilité et la liberté économique sont importantes, car il est possible d'être concurrentiel sur le marché mondial en s'adaptant aux réalités changeantes. Il est très important d'assurer le développement de l'économie en s'appuyant sur les business privés. Vous savez que nous avions un moratoire sur les vérifications de petites et moyennes entreprises jusqu'à 2018. Nous l'avons étendu jusqu'à l'année 2021. Et vous savez que nous avons encore diminué les vérifications de tous les représentants de business privés à condition qu'ils ne soient pas dangereux pour l'environnement. Donc, nous vérifions de moins en moins nos business privés. Nous les avons diminués de 6 fois l'année dernière. Pourquoi? Parce que, en fait, grâce à ce niveau de confiance que nous leur accordons, nos entreprises sont devenues beaucoup plus responsables. Cela montre que les entreprises russes sont devenues matures, responsables. Nous avons encore une motivation d'augmenter le niveau de confiance envers nos business. Et nous avons décidé tout simplement d'abolir le système de vérification de toutes les entreprises privées russes qui ne sont pas liées avec la menace potentielle à la santé. Et tout le monde le comprend que on peut adapter une approche orientée aux risques. Et je demande nos dirigeants des structures économiques d'élaborer les programmes qui y correspondent pour minimiser les malversations et d'autres violations. Nous sommes en train de travailler sur les législations économiques et sur les articles du droit pénal relatifs à l'activité économique. Dans l'avenir le plus proche, nous allons adopter la législation et alléger la législation concernant les violations fiscales. En gros, nous devons, de façon prudente, mais de façon appuyée, décriminaliser les infractions économiques. C'est une question très délicate, car aujourd'hui, nous sommes face à un comportement illégitime de nos partenaires occidentaux et qui font en sorte à ce que les business russes sont obligés de ne pas respecter les accords. Mais nous comprenons bien
qu'ils ne le font que parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Il est important de réfléchir aussi à assouplir les sanctions concernant les sanctions fiscales. Les législations doivent correspondre aux réalités. Et nous travaillons là-dessus depuis 2016, notamment dans le domaine de l'inflation. Et enfin, nous devons revoir les délais de détention provisoire envers les acteurs économiques. Quand les dirigeants sont en détention, les entreprises sont obligées d'arrêter leur activité. Plusieurs personnes perdent leur emploi. La réputation des entreprises sont menacées. Donc, je demande à tous les responsables de mettre fin à ces pratiques. Et je demande au gouvernement de préparer ensemble avec la Cour suprême, de préparer les amendements correspondants dans la législation. Concernant le Conseil de sécurité, nous devons également travailler sur les affaires criminelles qui sont ouvertes et qui ne sont pas menées à bien. Qu'est-ce qui est derrière tout cela? Certaines affaires sont ouvertes sans fondation ou bien sont utilisées pour effectuer la pression sur tel ou tel acteur économique. Nous allons discuter de ce sujet encore une fois et plus en détail en automne. Sans doute, le rôle important pour créer une atmosphère propice à l'activité économique est discutée lors de ce forum de Saint-Pétersbourg. Notre agence des initiatives stratégiques effectue une évaluation constante des acteurs économiques nationaux. Et aujourd'hui, la région de Moscou est montée, elle était à la 8e place et maintenant elle est à la 3e place. Les régions de Tula, de Sakhalin, Saint-Pétersbourg, Bachkortostan ont également augmenté. Aussi les régions de Kourgan qui a augmenté de 36 positions, les régions de Perm et d'Altaï, Ingushétie en correspondance de 36-24%. Je voudrais remercier nos collègues dans les régions pour leur travail efficace. Et bien évidemment, notre gouvernement fédéral doit soutenir les initiatives économiques des personnes particulières, surtout dans les régions éloignées. Il s'agit également de programmes de production et de vente de produits écologiques sur notre marché intérieur. Il est très important de créer de nouvelles possibilités, de créer des terrains logistiques électroniques. Il est très important de moderniser également le fonctionnement de la poste russe. Il est important d'aider les petites et moyennes entreprises, les entrepreneurs individuels à obtenir les nouvelles compétences. Nous allons focaliser sur les petites villes et nous allons focaliser sur le développement de petites et moyennes entreprises. Je voudrais m'adresser aujourd'hui aux dirigeants de grandes entreprises, aux gestionnaires. Chers collègues, chers amis,
un succès véritable, le sentiment de dignité et de respect vis-à-vis de soi-même viennent seulement quand on lie notre propre avenir ainsi que l'avenir de nos enfants avec l'avenir de notre Voilà patrie. donc pour ce long extrait du discours de Vladimir Poutine au Forum économique de Saint-Pétersbourg.